Alors, écoutez, bonjour à tous. Je vais commencer par vous raconter une petite histoire qui m'est arrivée il y a quelques semaines. J'étais chez le poissonnier avec ma femme et sans doute inspiré par une émission culinaire, l'idée m'a pris d'acheter un saumon entier. Alors un saumon entier, il faut savoir, hein, ça fait 6 kilos, ça rentre pas dans un four. Je devais donc le préparer et alors que la bête givait là sur mon plan de travail, que mon épouse et mon chat me jugeaient d'avance, je me suis saisi d'un iPad, je suis foncé sur YouTube et j'ai cherché un tuto. Aussitôt trouvé, aussitôt découpé, les filets sont levés, le repas dominical est assuré et ma famille est impressionnée. Le week-end dernier, toujours auréolé de ma gloire culinaire, je me suis lancé à la recherche de bons couteaux qui me permettraient de faire rêver l'amour de ma vie avec des plats de plus en plus fous. Forcément, j'ai acheté ceux qui sponsorisaient la vidéo qui avait sauvé mon honneur d'homme moderne. Cette marque m'avait aidé, il était normal que je lui rende l'appareil. Cette technique, elle date vraiment pas d'hier. Si on remonte quelques 121 ans en arrière, deux frères dans une petite manufacture de Clermont-Ferrand fabriquaient des pneus de vélo. Les deux frères font le pari fou de la diversification et ils misent sur une technologie qui alors était jugée absolument sans avenir, l'automobile. Il faut dire qu'à l'époque, il y avait 2400 conducteurs et qu'un cheval, c'est quand même beaucoup plus pratique pour faire avancer une carriole. Pour se faire connaître de cette toute petite niche de clients, les frères décident d'aider leurs consommateurs en leur fournissant, je cite, tous les renseignements qui peuvent être utiles à un chauffeur voyageant en France pour approvisionner son automobile, la réparer, pour lui permettre de se loger et de se nourrir, de correspondre par la poste, le télégraphe ou le téléphone. Tiré à 35 000 exemplaires et offert avec l'achat de pneus, le guide Michelin était né. Clairement, le brand content, c'est pas nouveau. C'est aussi vieux que le papier. C'est aussi vieux que les contes qu'on se racontait autour du feu quand on était encore des hommes préhistoriques. Cette technique, qui consiste à offrir des histoires pour engager une audience, pour la faire adhérer à une vision du monde, est utilisée depuis des millénaires. En réalité, on fait tous du brand content. Et en forme de disclaimer, je tiens à préciser une chose, c'est que ce dont je vais vous parler ce matin, c'est de ma pratique, c'est de ma vision du brand content, qui n'est ni la seule, ni la plus parfaite. Dans cette conférence, je vais essayer de vous expliquer pourquoi, aujourd'hui plus que jamais, le brand content est indispensable à une bonne stratégie de communication et surtout, comment concevoir et produire du bon contenu. Je m'appelle Yann Hofbeck, je suis le cofondateur et directeur de la création associée de l'agence strasbourgeoise Auguste et Louise, ainsi que le directeur brand content du groupe We The People, qui regroupe 90 collaborateurs dans différentes agences en France et à l'étranger. Je remercie l'UCC Grand Est, ainsi que le Club de la presse de Strasbourg Europe, de m'offrir l'opportunité de vous présenter ce sujet, ainsi que toutes les équipes Auguste et Louise qui me permettent aujourd'hui de le faire dans ces magnifiques conditions de notre studio de direct à Strasbourg. La généralisation de l'usage d'Internet au cours des 15 dernières années a réellement posé les bases d'une révolution. La connectivité aujourd'hui, elle est permanente. Le temps, il est continu, il est déstructuré. Le rapport à l'espace, il est complètement réinventé. On est dans une espèce d'ubiquité physique et virtuelle. On est entré dans l'économie de l'attention. Nous menons des vies sans pause, 24 heures sur 24, 7 jours sur 16, 7 jours sur 7, on est dans une réelle frénésie connectée. Pire, pour les communicants que nous sommes, le monopole de la voix est rompu. Chacun peut s'exprimer, chacun peut publier son opinion sur une marque avec ou sans elle. La puissance éditoriale aujourd'hui, elle ne se mesure plus en mètres carrés d'affichage ou en minutes d'antenne. Dans ce monde, la publicité top-down, elle ne peut plus suffire à une marque. La fonction d'annonceur, d'auteur et d'éditeur, aujourd'hui, doivent se confondre, parce que les consommateurs ne veulent plus être traités en consommateurs. Au cours des 2 dernières années, comme jamais dans nos générations, ma génération et celle qui nous entoure, nous avons connu la peur et la mort. Aujourd'hui, nous voulons retrouver du sens et des valeurs. Alors le consommateur, honnêtement, il était déjà plus ou moins rétif à la publicité, aux messages unilatéraux, aux messages stéréotypés, aux diktats des marques. En fait, on ne veut plus de promotion, on ne veut plus de « je lave plus blanc que blanc ». Le consommateur, aujourd'hui, questionne tout, publiquement. Il a la vitalité nouvelle de celui qui a croisé la mort. Ils veulent changer, ils veulent entrer en congruence, ils veulent consommer responsable, ils veulent adhérer à une culture, ils veulent se sentir investis d'un projet. La publicité, elle est intrusive, elle est parasitaire, là où le consommateur, il veut être libre. La publicité, elle vend des produits, là où le consommateur, il veut de la culture et du sens. La publicité, elle est rationnelle. Le consommateur, il veut de l'émotion, il veut de l'émotionnel. La publicité, elle est manipulatrice. Là où le consommateur, il veut de la transparence et de l'authenticité. Alors oui, pour moi, le brand content, c'est réellement un remède à l'intrusion publicitaire. Ça doit être considéré comme un don. On informe, on éduque, on amuse, on accompagne. En une phrase,
je pourrais définir le brand content en fait comme le fait de connecter une brand culture à une audience. Ok, mais alors c'est quoi une brand culture ou une culture de marque si on essaye d'éviter les anglicismes? En fait, c'est l'ensemble de ce qu'est une marque, au-delà de ses produits. Alors bien sûr, on va trouver la plateforme de marque, hein, vision, mission, valeur, promesse. Mais l'ensemble de ses autres comportements, sa responsabilité sociale et environnementale, sa politique RH, sa culture managériale, ses produits, ses magasins, son packaging, tout ce que peut produire et tout ce qu'est une marque. Alors la première étape quand on va vouloir commencer à produire du brand content, c'est qu'on va chercher... on va essayer de déterminer finalement le type d'entreprise sur laquelle on travaille. Alors, que ce soit une agence comme nous, donc on travaille pour des entreprises, ou que ce soit un travail qui soit fait en interne quand on travaille sur sa propre entreprise. Une entreprise, comme nous tous, comme moi et tous les gens qui sont ici, et vous qui nous regardez, on a tous une personnalité de fond qui détermine notre façon d'être et de communiquer. Il y a des timides, il y a des expansifs, il y a des conquérants, il y a des bâtisseurs, il y a des gestionnaires. C'est la même chose pour les entreprises. Et ça va être finalement la première pierre de notre approche. Pour faire simple, et quand je dis ça honnêtement, en fait ça ne peut pas être simple, mais on n'a pas réellement le temps de tout développer ici, on va identifier 3 types d'organisations en fonction de la culture d'entreprise. Quand je dis nous, rendons à César ce qui est à César, l'analyse que je vais vous livrer là, en fait, elle est tirée du travail du spécialiste en identité Patrick Mathieu. Patrick Mathieu, il propose une première grille de 3 types qui sont plus tard subdivisés, mais on n'entrera pas dans ce niveau de détail. Alors, dans ces 3 types, le premier type qu'on va voir, c'est ceux qu'on appelle les souverains. Les souverains, c'est les référents universels. Ils sont en maîtrise d'un territoire et d'une domination symbolique. On va prendre un exemple pour que tout le monde puisse bien comprendre dans le monde de la téléphonie. Le souverain, c'est Orange. C'est la marque historique qui est issue du monopole d'État. Le souverain, il va produire des contenus qui font autorité. Ils sont basés sur la connaissance, sur la science. Ça vient d'en haut, c'est hautement crédible et ça renforce sa position de référent. La deuxième typologie d'entreprise ou de personnalité qu'on va trouver, ça va être les guerriers. Alors dans notre exemple de téléphonie, le guerrier, c'est SFR. Alors le guerrier, lui, il va travailler sur les défis, il va travailler le dépassement des limites, il va travailler l'effet d'entraînement, il va travailler la jeunesse. La marque, elle montre le chemin par la démonstration. Elle donne des conseils grâce auxquels en fait, on va pouvoir aller plus loin que ce qu'on pouvait imaginer. On va le faire notamment grâce à des ambassadeurs qui ont tous dépassé leurs limites. Il n'y a qu'à voir les gens qui sont les ambassadeurs de SFR, hein, des footballeurs, des pilotes de rallye, des acteurs. On va proposer des tutoriaux. Une autre marque guerrière, c'est Castorama, par exemple, qui a lancé une chaîne qui s'appelle Lancez-vous et qui propose de faire vous-même ce que vous ne savez a priori pas faire. Grâce à ces tutos, vous pouvez poser du parquet, enduire des murs, poser des rideaux ou, comme la marque de couteaux que je citais tout à l'heure, découper un saumon. Et enfin, la troisième catégorie de personnalités que l'on va retrouver, ça va être les producteurs. Les producteurs, eux, ils sont pragmatiques. Ils communiquent sur leurs produits, sur leur ergonomie, sur ce qui fait qu'ils sont différents. Le producteur, il est dans le réalisme, il est dans la relation client, il est dans la convivialité. On va chercher réellement à juste révéler le potentiel des personnes, on va chercher leurs désirs, on va parler à leur envie, on va s'adresser à leur manière de vivre. L'utilisateur, il est au centre du territoire éditorial. On explique comment la marque est parfaite pour s'adapter à son mode de vie. Par exemple, McDonald's, qui est aussi un producteur, McDonald's va faire des vidéos backstage de ses cuisines, explique comment ça fonctionne. On va faire des vidéos inspirantes sur ses équipiers, ou on va faire la démonstration par des caméras cachées que oui, vous pouvez vraiment venir comme vous êtes. Alors, si la compréhension de la culture de l'entreprise et la détermination de sa singularité est la première étape de la stratégie, la seconde, c'est l'étude de la cible, de l'audience, des gens à qui vous voulez vous adresser. Qui sont-ils? Que veulent-ils? Qu'est-ce qui les intéresse? Et l'endroit où la culture de la marque d'un côté et l'intérêt de l'audience se croisent, c'est ce qu'on appelle le territoire éditorial. C'est ce territoire, on a déterminé là une largeur, une longueur, c'est ce territoire qu'on va devoir aller conquérir. Alors une fois qu'on sait ça, on va s'installer et il va falloir envisager de construire. Là, en réalité, la vraie difficulté, ça va être de trouver le juste équilibre entre l'intérêt commercial et l'intérêt général. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'une marque,
c'est là pour vendre. Et même si, on va le rappeler, le brand content, c'est avant tout une stratégie de longue traîne dont les résultats commerciaux sont clairement moins évidents à mesurer que, par exemple, ceux d'une promotion, ils doivent quand même, à un moment, être présents. Alors ainsi, sur ce territoire, on va devoir bâtir des contenus qui plaisent à une audience, mais dans lesquels on va sentir le prisme de la marque. Un bon brand content, c'est celui qui est plébiscité par un bon brand content, c'est celui qui est plébiscité par l'audience, alors même qu'on y reconnaît la marque. Alors, en quelques mots, c'est quoi un bon contenu? Si on devait juste mettre des mots dessus sur qu'est-ce qui va faire qu'un contenu va être bon et donc va être pris par l'audience, eh bien, un contenu, il va devoir être enthousiasmant, il va devoir être passionné, il va devoir être sincère, il va être fiable, il va être facile d'accès, il va être orienté vers l'utilisateur, il va être innovant, il va être le fruit d'une expertise. On va devoir faciliter la vie. Surtout, on va devoir le diffuser au bon moment, au bon endroit. Alors maintenant qu'on a déterminé notre territoire éditorial, c'est-à-dire l'endroit où se rejoignent la culture de marque et l'attente de l'audience, eh ben, on va devoir commencer à construire. Et ça va se faire sur des piliers éditoriaux, ce qu'on appelle des piliers éditoriaux qui en fait sont les thèmes. Une bonne manière de se poser la question finalement de ceux dont on va parler, ça va peut-être être d'interroger le why. Le why dans une entreprise, c'est le pourquoi, c'est ce qui formule l'utilité de l'activité. C'est-à-dire qu'au-delà de vendre des produits et de faire du profit, qu'est-ce qui inspire l'activité? Qu'est-ce qui inspire l'action d'une marque et de l'ensemble des collaborateurs, de l'ensemble de cette culture? Alors, je tiens à préciser là que je suis un communicant, on est dans un domaine du marketing, donc voilà, il faut juste le remettre dans ce contexte-là. Mais par exemple, le why de Barbie, de la marque Barbie, ça va être d'aider les petites filles à révéler leur potentiel. Chez Decathlon, ça va être de rendre accessible au plus grand nombre les plaisirs et les bienfaits du sport. Pour Michel et Augustin, on veut juste rendre le sourire à la planète au quotidien. Donc une fois qu'on a notre territoire éditorial, c'est-à-dire le sujet global sur lequel la marque va pouvoir prendre la parole, tout en intéressant une audience, on va maintenant s'intéresser au traitement éditorial à proprement parler. Et si le territoire éditorial est le grand thème, par exemple, prenons le sport. On va chercher à affiner ce grand thème pour qu'on puisse marquer une différence vis-à-vis de la concurrence, puis produire des contenus qui vont réellement atteindre leur objectif par leur cohérence et leur faculté de différenciation de la marque. Alors, les piliers éditoriaux, en fait, ce sont les éléments que nous allons définir qui vont, finalement, c'est l'arborescence thématique de votre stratégie de brand content. Reprenons l'exemple du sport. Est-ce qu'on va parler d'un sport ou est-ce qu'on va parler de plusieurs sports? Est-ce qu'on va parler de tous les sports? Est-ce qu'on va être juste sur les sports blancs, les sports d'extérieur, les sports mécaniques? Est-ce qu'on va juste suivre des résultats ou est-ce qu'on va faire des portraits de sportifs? Est-ce qu'on va s'intéresser à l'histoire de ce sport? Le nombre de piliers, il n'est absolument pas du tout limité. Attention toutefois à ne pas vous éparpiller. Blagounette, c'est gratuit, c'est pour nous, ça fait plaisir. Le choix des piliers, en fait, il va surtout nous permettre de créer un mix entre l'approche brand et user-centric. Comme je le disais tout à l'heure, tout est dans l'équilibre entre ce qui va réellement intéresser l'audience et le fait qu'à un moment, on y retrouve la marque et on parle quand même un minimum de la marque. Et finalement, c'est en fonction du choix des piliers et donc en fonction des types de contenus qu'on va produire, du mix de contenus et donc du mix de piliers, qu'on va pouvoir créer cet équilibre entre la marque et l'audience. Donc, une fois que l'on sait à qui on parle, sur quel territoire on parle, qu'on a commencé à construire nos piliers, on va continuer la construction de cette plateforme et ça va se faire par le choix, la sélection de ce qu'on va appeler un tone of voice ou une tonalité. Plus largement, en fait, c'est une identité. C'est comment est-ce qu'on va s'adresser aux gens. Est-ce qu'on les vous voit ou est-ce qu'on les tutoie? Est-ce qu'on est des coachs? Est-ce qu'on est des amis? Est-ce qu'on est des professeurs? Est-ce qu'on fait des blagues? Mais si on fait des blagues, de quel type on fait des blagues? En gros, quel style est-ce qu'on va donner à notre contenu qui va pouvoir le faire émerger pour atteindre son but? Le dernier ingrédient, enfin, c'est l'identité vraiment au sens global de la marque qui va lui donner un goût unique. On fait tous du chili con carne et tous nos chili con carne sont bons, sauf que certains ont un petit truc en plus qui les rend absolument incroyables. Et ça, c'est ce petit ingrédient secret, c'est ce qui fait qu'à un moment, on apporte quelque chose
en plus. Et ce petit truc en plus, cette fois-là, on va aller le chercher du côté des valeurs, de la culture, des attributs émotionnels et expressifs de la marque. J'en reviens à ça, c'est-à-dire qu'il faut absolument qu'on sente le fameux prisme de la marque dans l'ensemble des contenus. Là, a priori, à partir de ce moment-là, on sait ce qu'on va faire, on sait ce qu'on va pouvoir produire, on sait ce qu'on va pouvoir raconter. Il ne reste plus qu'à trouver un moyen de le faire. Et là, il va falloir trouver quel type de médium on va utiliser, c'est-à-dire quel type de contenu on va produire. Et honnêtement, il n'y a aucune limite dans ce qu'on va pouvoir utiliser en brand content, évidemment, tant que ça répond et que ça a du sens par rapport à tous les éléments qu'on a pu définir plus tôt dans la phase de réflexion stratégique. Alors bien sûr, évidemment, on pense à la vidéo, on pense au podcast, on pense aux articles de blog, mais en réalité, on peut faire du brand content avec de l'événementiel. C'est à peu près ce que je suis en train de faire là. Je vous offre une information dans l'espoir que vous nous recontactiez pour parler de vos sujets de brand content. On peut faire des livres, on peut faire du packaging, on peut faire de la pub télé. Aujourd'hui, il y a beaucoup de marques qui, en pub télé, font du brand content. Je pense notamment, par exemple, à IKKS, avec son spot sur la génération X, on est complètement dans le brand content. Aldi, quand elle a démarré en télévision, l'a fait par un manifesto qui était du brand content. Donc, tout ça pour vous dire que finalement, à peu près tous les champs, tous les éléments, toutes les expertises de la communication peuvent être du brand content, et on en vient finalement au secret du brand content, c'est que c'est juste une approche de la communication qui, au lieu d'être centrée sur les produits, va être centrée plus sur la marque en général et sur ce qu'il va pouvoir créer un lien psycho-affectif entre la marque et son audience. Donc, une fois qu'on sait quel type de contenu on va produire, et on va pouvoir y aller et on va pouvoir les faire. Et là, en gros, on a deux solutions. Soit on internalise les choses, et honnêtement, il n'y a aucun problème à ce que le contenu soit fait en interne. Au contraire, on va y gagner en sincérité, on va y gagner en authenticité. Soit on le confie à des agents extérieurs, comme on peut l'être, ou comme, voilà, il y a énormément de boîtes qui font ça très très bien. Je vais citer Thomas Hazan, puisqu'il est notre hôte aujourd'hui, et que ce qu'ils font est vraiment remarquable. Donc on va soit le produire en interne, soit on va travailler avec des gens à l'externe. L'important, c'est que le contenu soit bon. En fait, déjà, pour commencer, votre contenu, il reflète directement votre marque. Donc si vous faites un truc qui est cheap ou inintéressant, eh ben, cela va donner une image de votre boîte, de votre marque, qui va être cheap ou inintéressante. Vous devez captiver votre audience. Je rappelle, on est dans une économie de l'attention. Ce que vous demandez aux gens, c'est du temps. Et ça ne fonctionnera pas si ce que vous faites n'est pas pertinent pour eux. Ils ne vous offriront pas ce temps qui permettra à un moment de pouvoir tisser ce lien avec eux et faire que quand ils vont devoir passer et faire un acte d'achat, potentiellement, ils vous préfèrent vous à un autre. Par exemple, juste un point, mais en ce moment, je vois beaucoup de marques qui font des lives et j'en vois beaucoup qui bricolent. Je me demande toujours comment est-ce qu'une grande entreprise dont un des piliers c'est l'expertise, la qualité ou le sérieux peut diffuser deux gars sur un canapé qui sont mal éclairés, mal filmés, quoi. Voilà, donc c'est là éventuellement que la notion d'accompagnement elle peut prendre toute sa place. Si vous travaillez avec des professionnels, effectivement ça peut être un petit peu plus, vous pouvez assurer un petit peu plus le contenu. Attention, quand je parle de qualité de contenu, je ne parle pas forcément que de qualité technique. Prendre son téléphone et faire un petit direct qui va être extrêmement sincère, eh ben, c'est un excellent contenu. Je vais pas... Mais ça nous arrive régulièrement, par exemple, d'aller dans des entreprises, filmer un PDG qui va devoir s'adresser à une audience. On le fait très très bien, avec de la bonne lumière, avec du maquillage, etc. Mais si au final, ce qu'il raconte, c'est vide, eh ben, ça ne sert à rien d'avoir fait une image de dingue pour au final ne pas raconter grand-chose. Donc une fois qu'on a réalisé notre contenu, et encore une fois, que ce soit de la vidéo, que ce soit un livre, que ce soit n'importe quoi, même une notice d'utilisation d'un produit, c'est du contenu, eh bien on va devoir le diffuser. Alors, vous l'aurez compris, il existe
une multitude de contenus, je vous l'ai dit plusieurs fois. Désolé, c'est quand même long. Il existe une multitude de contenus et forcément, il existe une multitude de manières de diffuser son contenu. Évidemment, alors je ne sais pas quelle était l'attente de mon audience aujourd'hui. Peut-être que vous attendiez à ce que je vous dise aujourd'hui, il faut que vous diffusiez sur LinkedIn, sur Facebook, il faut que vous fassiez des livres avec nos amis de Chic Media, il faut que... Oui, bien sûr, je pourrais vous dire ça. Si vous faites du B2B et que vous êtes en digital, plutôt diffuser sur LinkedIn. Si vous vous adressez à une audience qui a entre 18 et 30 ans, je vous conseille grandement de vous intéresser à ce qui se passe sur TikTok. Ok, super. Mais en réalité, ce qui est important, c'est de trouver le bon média qui va être en rapport avec votre territoire, votre audience et les contenus que vous créez. Et surtout, il faut que vous investissiez stratégiquement sur les bons médias. Évidemment en fonction de vos objectifs en tant que marque, de la nature et de la tonalité des messages que vous diffusez, évidemment. Encore une fois, j'en reviens là. Si vous faites des cosmétiques fun et pas chers ou si vous faites des moulinets de pêche, vous n'allez pas du tout trouver l'audience au même endroit. Donc, encore une fois, et je suis désolé parce que finalement, vous êtes en train de vous dire, mais il nous en fume parce qu'il ne nous raconte rien. Encore une fois, ce que je vous dis, c'est qu'il n'y a pas de modèle. Il n'y a pas de le modèle qui marche. Il n'y a pas de martingale quand on parle de brand content. Il n'y a que des approches spécifiques en fonction de qui vous êtes, de ce que vous voulez raconter et de à qui vous voulez le raconter. Donc, on a trouvé, a priori, à ce stade du process, on a trouvé notre stratégie, on a produit des contenus et on sait comment les diffuser. Alors, quand on parle de diffusion de contenu, il y a quand même un point qui est essentiel, et on va être franc. Le contenu, ou le brand content, ça coûte cher. Ça coûte cher à produire et ça coûte cher à diffuser. En plus, le principe, et ça je ne l'ai pas encore dit, c'est que finalement, en fait, quand on a une stratégie de brand content, enfin, je l'ai évoqué, c'est une stratégie de longue traîne. On ne peut pas devenir un média, puisque c'est ça le principe, in fine, c'est que la marque devienne un média. On ne peut pas devenir un média quand on balance comme ça 2-3 trucs de manière déstructurée au cours de l'année. Il faut que votre audience vous identifie. Il faut qu'elle comprenne ce que vous lui offrez, ce que vous avez à lui dire. Il faut créer du rendez-vous avec elle. Donc, en fait, il faut que votre stratégie, elle soit planifiée sur l'année. Tout ce que vous produisez, alors ça, c'est l'avantage, c'est que tout ce que vous produisez, ça reste. Et petit à petit, ça devient une plateforme de contenu. Vous vous souvenez, on a notre territoire, on a construit des piliers dessus, on a commencé à installer la plateforme, et cette plateforme-là, aujourd'hui, elle est là, elle est en place, et ce qui a été produit il y a 6 mois, il y a 1 an, il y a 2 ans, eh ben, si ça fait toujours sens, parce que évidemment, on aura pris le soin de choisir des piliers qui sont durables, de choisir de dire des choses qu'on ne regrettera pas dans 6 mois, ou alors qu'on pourra amender si vraiment on est dans un domaine qui évolue très vite, mais bon, c'est un cas particulier, encore une fois un cas particulier. Il faut qu'on crée cet écosystème éditorial et que l'ensemble de nos contenus vivent les uns avec les autres. Il faut vraiment donner une approche globale à tout ça, une approche cohérente. Voilà. Donc, on crée notre planning annuel. Et l'idée, en fait, c'est de répartir son budget et de faire les choses intelligemment. Il y a des choses qui coûtent plus cher à d'autres, des choses qui coûtent plus cher à faire que d'autres. Par exemple, si vous créez un livre blanc, vous mettez beaucoup d'intelligence là-dedans, vous mettez du jus de cerveau, vous faites travailler des gens, ça vous coûte cher en cash ou en industrie, en fonction de savoir est-ce que vous le faites en interne ou en externe. En tout cas, c'est vraiment la base de la connaissance et c'est la base de ce que vous voulez dire aux gens. Ok, vous avez fait votre livre blanc, vous avez investi un budget conséquent dedans, eh ben, pourquoi ne pas prendre ce livre blanc et en faire des petits contenus running qui vont être des contenus ultra impactants tout au long de l'année. Ces contenus, on va pouvoir les diffuser à des moments où on n'est pas dans un moment clé pour vous. Quand je dis des petits contenus, ça va être des petits extraits de votre livre blanc. On va pouvoir peut-être faire des petites vidéos, des petits motion design, des petites infographies. Enfin bref, on va chercher à optimiser finalement l'intelligence qui a été créée et comme ça à pouvoir diffuser tout au long de l'année.
les gens qui font du social media, et aujourd'hui quasiment tout le monde fait du social media, vous comprenez bien ce que je dis, vous avez vos contenus running et vous avez des contenus piliers, enfin pas piliers, parce que je ne veux pas dire piliers parce que dans notre cadre ça a un autre sens, mais des contenus qui sont principaux, qui sont des contenus premium qu'on va pouvoir diffuser typiquement à des moments où ça a vraiment du sens pour vous ou pour votre audience. Je vous donne un exemple, c'est que si vous fabriquez des jouets, c'est probablement le bon moment aujourd'hui pour publier vos meilleurs contenus. Honnêtement, quelle heure il est là? Oh là. J'ai même pas effleuré la surface du sujet. Ce sujet, le brand content, il est passionnant, mais c'est vaste, c'est tentaculaire. Et 40 minutes vont même pas me permettre de rentrer dans les subtilités. Et je suis sûr qu'il va y avoir plein de gens qui vont me dire que j'aurais dû parler de ceci ou que j'aurais dû parler de cela. Et c'est vrai, et je m'en excuse. Sans compter que peut-être que vous attendiez simplement que je vous donne les clés du brand content. Là où je vous dis, en fait, il y a 150 portes, 350 clés et autant de possibilités de les ouvrir et de les utiliser. Alors, pour terminer, et avant de pouvoir peut-être dialoguer un petit peu ensemble et répondre à quelques questions, s'il y en a, je ne sais pas, a priori pour l'instant, je n'ai pas l'impression, mais je vous invite à poser des questions dans le chat. Alors il se trouve que voilà, je ne suis pas moi directement connecté sur le Teams, mais il y a des gens qui me font remonter vos questions ou on amènera un ordinateur ici pour qu'on puisse dialoguer plus directement. Donc, pour terminer, je vais vous donner finalement, pour le coup, des vraies clés qui nous permettent de se dire qu'on est bien parti quand on est dans notre stratégie de brand content. La première, la plus essentielle, ce qu'il y a de réellement impératif, c'est penser à votre audience, bordel. Qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce que veut votre audience? Pardon de le dire comme ça. Et je vais être un tout petit peu, voilà, je vais sortir un tout petit peu du truc, mais à moins que vous ne soyez une love brand, dans la plupart des cas, votre audience, en fait, elle s'en fout de vous et de ce que vous avez à lui raconter. Donc, pensez d'abord à elle. Oubliez-vous pendant un moment. Il sera toujours temps de revenir à ce que vous faites. Et une petite digression, mais je vous donne un autre type. Peu importe ce que vous publiez, pensez toujours avec un espèce d'entonnoir qui tient sur trois éléments. C'est alerter, informer, proposer. Commencez par rentrer en empathie avec votre audience en disant ce truc-là, il existe, on l'a identifié, on sait que c'est un problème que vous avez. Souvent, le mieux, c'est de régler les problèmes pour les gens. C'est là qu'ils sont le plus réceptifs. Personne ne va vouloir parler avec vous, sauf s'il a besoin de feu, en général. Puis, informer, montrer que vous êtes un expert et que vous avez une réponse pertinente à apporter. Et ensuite, à la fin, en toute fin, dites, éventuellement, si ça vous intéresse, j'ai une solution qui peut vous aider. Bref, votre audience, demandez-vous toujours où est-ce qu'elle est. Où est-ce qu'elle est physiquement? Où est-ce qu'elle est quand elle regarde votre contenu? Sur quel support elle le regarde? Pourquoi est-ce qu'elle regarde? Le deuxième tips que je vais pouvoir vous donner, c'est vraiment jouer le temps long. Vous n'allez pas percer sur TikTok en une seule vidéo. Vous n'allez pas faire des milliers d'articles, des milliers de vues sur un article directement. Vous n'allez pas avoir votre super tote bag à l'épaule de toutes les fashionistas de la ville dès le premier week-end. Faire du contenu, c'est long. Et le fait d'imposer et de faire adhérer une audience à son contenu, c'est très très long. Donc il faut que vous soyez capable de tenir la distance financièrement et émotionnellement. Le troisième point, ça va être d'être dans une posture d'humilité, tester et modifier. Personne, et nous encore moins que les autres, ne pourra vous garantir que votre première idée va fonctionner. Vous devez essayer, modifier, vous devez être dans un processus de test and learn, dans quelque chose d'itératif. Du canal à l'heure de diffusion, en passant par la première image, le montage, la musique, la typographie, tout va avoir un impact. Et n'hésitez pas à changer ce qui ne fonctionne pas. N'hésitez pas à faire des tests. Créer une landing page
c'est cool, créer 3 landing pages avec des designs différents et des textes différents pour voir laquelle fonctionne le mieux, c'est encore mieux. Créer 3 emailing avec des textes et des images différentes, c'est chouette. Comme ça, vous pouvez apprendre et voir qu'est-ce qui va réellement fonctionner. Et enfin, le dernier point, c'est que le brand content, c'est quelque chose qui, comme j'espère que c'est ce que vous l'aurez compris dans ce que je viens de vous raconter, mais c'est quelque chose qui est extrêmement engageant et qui demande un engagement complet de l'interne. C'est un engagement profond de la part de l'ensemble de l'organisation. Combien de fois j'ai monté des stratégies de brand content avec une équipe com et au moment de passer à l'action, j'avais les sales ou le marketing qui venaient et qui me disaient bah ouais, il n'y a pas de produit. Ouais, c'est le concept en fait, il n'y a pas de produit. Bah ouais. Combien de fois j'ai vu une direction me dire ah c'est formidable votre idée, mais alors bon écoutez. Vu qu'on fait de la télé, vu qu'on fait du 4x3, du machin, je pense que c'est un petit peu cher. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va diviser le budget par 2 ou par 3. Ben ouais, mais enfin, non, parce que soit on ne va pas en faire assez, soit on va faire de la merde, mais en tout cas, à un moment, ça ne va pas fonctionner. Donc, pour qu'une stratégie de contenu fonctionne, ben, il faut réellement embarquer tout le monde, et ça demande beaucoup de discussion, beaucoup de pédagogie. Sachant que quand vous avez réussi à embarquer les gens, le brand content, ce n'est pas que vers l'externe, c'est aussi un truc qui est génial pour l'interne, parce que ce que vous racontez à votre audience, vous le racontez également à vos collaborateurs, à vos partenaires, à vos actionnaires, et ça, c'est génial. Voilà, je crois qu'on a fait, que je suis arrivé à peu près au bout, et j'ai des questions. J'ai plein de questions. Alors, je vais découvrir et je vais voir si je suis capable de répondre à ces questions en direct. Alors, j'ai une question de Thomas. La crise sanitaire et le changement climatique ont-ils, ou plutôt doivent-ils, modifier les discours des marques? Doivent-ils modifier les lignes éditoriales et les contenus des marques? Thomas, alors oui, bien sûr. Sauf qu'il y a un problème. Il y a un problème, c'est que les consommateurs, même si je les aime beaucoup, sont ultra paradoxaux en fait. Vous connaissez ce petit truc qui disent qui est pour le changement? Tout le monde! Qui veut changer? Personne. En fait, aujourd'hui, clairement, on doit tout changer. Hier soir, à Quotidien, il y avait le patron, il y avait Bompard, le patron de Carrefour qui était là. C'était très étonnant, finalement, le discours de cette personne qui est le plus gros employeur français, qui est le plus gros grand distributeur, presque peut-être mondial. Il y a 500 000 collaborateurs en tout, enfin 300 000 plus 200 000 de franchisés. Aujourd'hui, on ne parle que de comment est-ce qu'on va produire bien, comment est-ce qu'on va faire une nutrition qui est au top, etc., etc. Donc oui, en fait, aujourd'hui, je pense qu'une marque qui n'aurait pas intégré le fait que la maison brûle, comme disait Jacques Chirac, et que donc on doit chercher une manière de l'éteindre, n'a pas beaucoup d'avenir. Ou alors sur des cibles extrêmement réduites. Évidemment, hein, les complotistes, les gens qui considèrent que le changement climatique ou que le virus n'existe pas, ça peut être une cible, c'est une audience, on peut s'adresser à eux et essayer de leur vendre des choses. Maintenant, voilà, chacun fait comme il le veut, mais clairement, on doit modifier la ligne éditoriale, mais surtout, en fait, on doit se rapprocher de ce que veut le consommateur. Et peut-être qu'aujourd'hui, vu que la question, enfin, le fameux paradoxe du qui veut changer personne alors que tout le monde demande du changement, bah peut-être que finalement, aujourd'hui, un bon contenu éditorial, c'est quelque chose qui va être pas trop angoissant, qui va être compatissant ou non, je ne vais pas essayer, compatissant, et surtout qui va peut-être nous aider, nous accompagner dans le changement, parce que le changement, c'est effrayant. On a fait un sujet là-dessus il y a quelques temps avec nos amis de chez Armstrong et une consultante en conduite du changement. Le changement, c'est effrayant et il ne faut pas juste dire aux gens faut tout changer. Donc, accompagnons-les. Et je pense qu'aujourd'hui, une marque qui aurait un sens et qui aurait un discours autour de changeons ensemble et voyons comment on peut améliorer les choses, ça serait formidable. Thomas, j'espère que j'ai répondu à ta question. Alors, Elsa, auriez-vous quelques conseils concernant le brand content dans le B2B plus particulièrement? Auriez-vous des exemples d'actions mises en place dans le B2B? Alors, Elsa, oui.
Alors, je vais dire un truc à la con. Voilà. En fait, le B2B, c'est chouette, mais moi, je préfère dire qu'en fait, on fait du edge to edge. Ça, c'est vraiment un truc de marketeur. C'est-à-dire qu'on fait du human to human. Alors oui, en fait, clairement, ce que je veux dire par là, c'est que quand on s'adresse à quelqu'un, peu importe qu'il soit finalement un professionnel ou un consommateur, on s'adresse à un humain, on s'adresse à quelqu'un qui a des attentes, qui a des problèmes et à qui il faut régler les problèmes. Alors, est-ce qu'on a des exemples d'actions mis en place dans le B2B, bah oui, par exemple, on travaille, nous, chez Auguste et Louise, avec une marque fabuleuse qui s'appelle Eberhardt, qu'on accompagne dans le discours qu'elle a vis-à-vis de ses distributeurs, enfin des gens qui distribuent les produits que eux importent. On travaille avec une entreprise qui fait de l'alimentation animale et qui en gros, essaye d'optimiser l'alimentation animale et de faire en sorte qu'on ait moins besoin de mettre d'intrants pas trop cool, genre des antibiotiques, etc. Ben, en fait, on prend la parole autour justement des enjeux de la nutrition au niveau mondial et en prenant un point de vue qui est de dire, ben, en gros, aujourd'hui, on doit nourrir de plus en plus de personnes. Comment est-ce qu'on va le faire de la manière la plus vertueuse possible? Et vous, éleveurs qui avez au quotidien des problèmes à gérer, comment est-ce qu'on va essayer de vous accompagner là-dedans? Et c'est en ça que je dis qu'en fait, on fait du edge-to-edge. Elsa, je ne sais pas si ça répond à ta question ou pas, mais voilà. Mais en tout cas, on peut en reparler. Question de Thomas, trop de contenu tue-t-il le contenu? Faut-il faire moins mais mieux ou au contraire arroser à tout va pour tenter d'être vu? J'en sais rien, Thomas. Ce qui est sûr, c'est que le mauvais contenu, ça tue le contenu. Ça, c'est certain. C'est-à-dire que, non, clairement, si la question c'est est-ce qu'il vaut mieux faire 5 posts par jour, même si c'est de la merde, juste histoire d'être présent et de... Non, clairement pas. Je pense qu'il vaut mieux avoir un contenu ultra pertinent, ultra spécifique, qui répond réellement aux enjeux et aux objectifs de la marque, quitte à ce que, comme je disais tout à l'heure, en fait, derrière, on le subdivise, mais clairement, juste être présent, enfin, alors ça typiquement sur les réseaux sociaux, moi, les marques qui font kikou, bon début de journée, les petits lapins, je vois pas trop l'intérêt, en fait, en réalité. On ne raconte rien. Il faut que quand on prend la parole, c'est pour dire des choses. Dire de la parole juste pour être présent, c'est comme le mec dans le groupe au bar qui est là et qui parle plus fort que tout le monde et qui n'a rien à dire, mais juste qui a besoin d'exister. À la fin, il est relou, on le bloque, on le ghost. NDZ, je ne sais pas qui est NDZ, mais c'est pas grave. Alors, le brand content, est-ce un produit de luxe? Oui. Oui. Alors, ça dépend comment on le fait. Alors, quand vous êtes en agence comme chez nous, oui, clairement. C'est un truc que je devrais peut-être pas vous dire, mais nous, on a un panier moyen en brand content qui est de l'ordre de 100 000 euros à l'année. C'est-à-dire que, honnêtement, moins de 100 000 balles par an, ça devient compliqué. Parce que, bah oui, il y a alors évidemment de la réflexion stratégique, après il y a beaucoup de conception, il y a beaucoup de rédaction, il y a beaucoup de production. Faire un film, ça coûte de l'argent, faire un livre, ça coûte de l'argent, entretenir un blog, faire de la modération sur des pages sociales, tout ça coûte effectivement beaucoup d'argent, donc oui, clairement, c'est plutôt un produit de luxe, je pense. Je vais finir la question. Moyen de prod, moyen de diffusion, fréquence, prise en compte des attentes pour une cible mouvante. Est-ce que c'est une opportunité miraculeuse pour les petits? Alors oui, voilà. Là, la question, elle devient intéressante. Oui, les petits, c'est une opportunité miraculeuse, mais à condition... Parce que, comme je vous disais tout à l'heure, avec un iPhone, vous pouvez produire du super contenu. Tant que ce que vous racontez à votre audience a du sens, que ça les intéresse et que c'est sincère et que ça leur apporte réellement quelque chose. Donc oui, si vous êtes un petit, je ne sais pas, vous êtes une petite entreprise de niche. Alors, typiquement, par exemple, en ce moment, il y a un produit qui devient de plus en plus à la mode, enfin voilà, qui est la culotte de règles, et qui a commencé, en fait, il y a des petites entreprises, des petites créatrices d'entreprises qui ont vu
je ne vais pas appeler ça un problème, mais qui ont vu en tout cas un sujet à aborder, qui ont trouvé une solution et qui ont pris la parole autour de ça en disant ben voilà, moi j'ai vu ça, j'ai eu envie de faire quelque chose, et ben j'ai créé ce truc-là et c'est génial. Et en fait, ces petites entreprises ont réussi à émerger et à exister grâce au contenu qu'elles produisaient. Parce qu'elles n'avaient absolument pas. Le truc, c'est qu'un bon contenu peut remplacer des choses beaucoup plus chères comme des budgets marketing. Aujourd'hui, aller en télévision, ça coûte une blinde. Enfin, oui, ça coûte une blinde. Ne serait-ce que de faire une sponsorisation de votre page sur les réseaux sociaux, ça coûte extrêmement cher. Donc, d'entretenir une petite communauté et de devenir leader d'opinion sur un sujet parce que vous êtes pertinent, parce que vous êtes sincère, parce que vous êtes authentique et parce que vous avez une bonne gueule et que ça passe bien, ça marche. Après, le problème, c'est que là, hier soir, j'ai vu que Dim faisait de la publicité télé pour sa propre culotte de règles, ce qui va, a priori, tuer tous les petits. Ça, après, c'est la loi du marché. Thomas, mais petit coquin. Quelle place pour la médiatisation des contenus? Sans médiatisation, un contenu peut-il encore vivre aujourd'hui au vu des algorithmes des plateformes sociales? Non, Thomas. En tout cas, sur les plateformes sociales, c'est mort. Enfin, tu le sais aussi bien que moi parce que tu es un grand professionnel de ça, mais c'est intéressant pour l'audience. Aujourd'hui, si vous êtes en social media, les algorithmes, enfin, faut les excuser, hein, mais M. Zuckerberg a des faux frais à payer, donc il a besoin de gagner un peu d'argent. Après tout, il veut juste conquérir le monde, hein, donc ça coûte un peu de blé. Donc, résultat, aujourd'hui, les algorithmes des plateformes font que votre contenu de page, s'il n'est pas sponsorisé, ne sera pas vu. Il faudrait que je demande à l'équipe social media, mais le reach naturel, il est infinitésimal. Même quand vous êtes abonné à une page marque, je pense qu'il y a 3% des abonnés de la page qui voient une publication en organique. Donc, aujourd'hui, on ne peut pas se passer des budgets de sponsorisation. Et ce qui est vrai sur le social media, l'est également, honnêtement, sur le reste. C'est-à-dire que si vous produisez un podcast, vous avez plutôt intérêt à, derrière, faire une campagne qui va promouvoir ce podcast, notamment sur les réseaux sociaux, mais on peut aussi en voir dans le métro, à la télévision, etc. Alors, marketing CW, elle est étudiante et elle souhaite se spécialiser dans le brand content. Excellente idée, c'est l'avenir. Est-ce qu'on a des conseils? Quel master faut-il privilégier à Strasbourg et faut-il favoriser une alternance en agence ou chez l'annonceur? Beaucoup de questions. Alors, honnêtement, pour les écoles, j'en sais rien. Dans le sens où il y a beaucoup d'écoles, je ne les connais pas bien, je ne les connais pas toutes. Tout ce que je peux vous dire, c'est que dans mon expérience de recrutement, en fait, c'est pas tellement une question d'école, c'est plus une question de personne. Alors oui, dans le sens où les écoles, elles vous apportent un bagage de base, mais c'est avant tout une question de curiosité, une question d'intelligence, enfin pas d'intelligence, mais de manière d'envisager les choses, d'être capable de relier des choses entre elles. Donc voilà, finalement, en fait, la question, c'est plutôt de savoir si vous avez la curiosité de vous intéresser aux histoires, de vous intéresser aux audiences, si vous êtes empathique, c'est toutes ces choses-là. Et quant à savoir s'il faut faire une alternance, oui, définitivement, dans le sens où, honnêtement, je pense que c'est quelque chose où il faut forger pour devenir forgeron, il faut brand contenter pour devenir brand contenter. Et voilà. Et après, la question, c'est en agence ou chez l'annonceur. J'ai envie de dire, ça dépend, ça dépasse. En fait, étant patron d'agence, ce que je vois, en tout cas quand je fais des recrutements, et notamment aujourd'hui je suis en train de recruter un brand content manager sur Paris, j'ai beaucoup de gens qui viennent de chez l'annonceur, et quand je leur dis qu'en agence on traite 10 à 15 clients en même temps que on doit avoir une flexibilité mentale qui nous fait passer d'un sujet à l'autre, qui sont parfois très éloignés, parce que entre, je ne sais pas moi, la promotion de la laine minérale et la promotion de... qu'est-ce qu'on fait d'autre de l'alimentation animale, il y a quand même un fossé. Clairement, l'agence, c'est un grand 8, c'est enthousiasmant, c'est génial, on s'éclate comme des fous. L'annonceur, vous avez un sujet, vous pouvez rentrer profondément dedans, etc. Donc finalement, en fait, c'est en fonction de votre personnalité.
Il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de vérité, il n'y a pas de réalité. Si vous aimez que ça bouge, si vous aimez le défi, si vous aimez vous déchirer tous les jours, venez en agence. Si vous êtes beaucoup plus posé, etc., allez chez l'annonceur. Sachant qu'en règle générale, et ça mes petits camarades, je pense, ne me donneront pas tort, souvent on commence par faire de l'agence et puis au bout d'un moment, on va se poser chez l'annonceur. Voilà, l'iPad m'annonce, c'est tout. Je pense qu'on est légèrement en avance. Écoutez, c'est formidable. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. J'espère que j'ai répondu à toutes les questions et que c'était... voilà, on me remercie, c'est très gentil. C'est moi qui vous remercie d'avoir été là, d'avoir écouté ce que j'avais à vous dire. Vous l'aurez compris, c'est un sujet qui me passionne parce que très honnêtement, je pense qu'aujourd'hui, c'est juste l'avenir de la communication. Parce que, comme je le disais au départ, effectivement, le matraquage publicitaire ne peut plus fonctionner. Et oui, c'est important de temps en temps de rentrer dans les USP, dans les Unique Selling Propositions, et de parler des produits. Mais je pense qu'aujourd'hui, essayer de rapprocher des marques des consommateurs, c'est hyper passionnant. Et c'est vraiment un sujet qui est rigolo. Et puis en plus, ça nous permet de jouer avec plein de médiums différents, d'aller sur plein de médias différents. Et ça, c'est réellement enthousiasmant. Donc voilà. Et juste pour revenir sur un point qui était effectivement cette histoire du luxe ou pas, ben oui, ça peut coûter très cher et oui, ça peut coûter pas cher. En fait, tout est possible en réalité. Et encore une fois, je suis désolé de ne pas avoir de réponse tranchée, mais en réalité, tout est dans le gris aujourd'hui dans ces trucs-là. Voilà, je vais vous laisser reprendre une activité normale, comme disait PPDA à l'époque, les vieux s'en souviendront. Et je vais vous souhaiter à tous une très très belle journée. Je vous remercie encore une fois d'avoir suivi ce live. Je remercie encore Thomas Hazan et toute l'équipe de l'UCC Grand Est, ainsi que toute l'équipe du Club de la Presse, de tous les ans faire cette série de conférences et de tous les ans nous donner l'opportunité de parler d'un sujet. Je remercie toutes les équipes ici qui ont rendu ce live possible, a priori sans couac et sans problème technique, ça fait toujours plaisir. Je vous souhaite à tous une très belle journée, je vous souhaite à tous une très belle période de fin d'année. Profitez-en, profitez de vos familles et on se revoit en 2022 si on n'est pas confiné. Bisous tout le monde.